descendu au plus caché, au niveau de la source en fait, où dans l'âme chante la spiritualité. Et vous nous témoignez peut-être une façon franciscaine de faire la guerre, sans doute aussi une façon de moine soldat de faire la guerre, donc un beau modèle d'aumônier militaire. Je me tourne maintenant vers mon voisin de gauche. Je pense que... Non, pardon. D'abord, j'attends un voisin de droite. Donc nous continuons dans les aumôniers militaires en accueillant le père Jacques Griffon, donc ordonné prêtre en 1980 à Saint-Nicolas-du-Port, qui a passé 16 années de ministère paroissial comme vicaire puis curé et qui est devenu aumônier militaire à partir de 1996. Il est actuellement aumônier général de l'armée de l'air et il va nous parler du père Bourjade, un as de l'aviation. En souhaitant simplement que le fonctionnement de l'appareil soit effectif. En attendant Jean-Jacques, je pense à deux choses. La première, c'est que, comme tout religieux... Là, ça va mieux comme ça? En attendant, vous entendez là? Non. Et là, ça va mieux? Donc, en attendant Jean-Jacques, je pensais à deux choses. La première, c'est que comme tout religieux, il sait présenter les affaires et s'incruster dans des lieux où ce n'était pas prévu initialement, et c'est très bien. Et puis, deuxièmement, lorsqu'il fait allusion à l'expérience d'opération extérieure, ça m'évoque aussi certains visages que j'ai pu rencontrer moi-même, que ce soit au Liban, que ce soit à Petrovetch, que ce soit à Rajavas, que ce soit dans tous les lieux où j'ai moi-même été envoyé en opération extérieure. Et je souscris tout à fait à ce qu'il a dit, en ce sens que on rencontre des personnes qui se révèlent à elles-mêmes, et c'est parfois cruel pour elles, parce qu'elles n'imaginaient pas avoir de tels sentiments en elles, et parfois d'autres sont étonnés des actes et des gestes qu'ils sont capables de poser, et dont ils ne se sentaient pas capables auparavant, si vous voulez. Et je crois que la guerre n'est pas un lieu qui est recommandable, bien sûr, mais elle est au moins un lieu d'épreuve au sens où elle nous éprouve nous-mêmes et nous permet de savoir qui nous sommes en face de nous-mêmes et en face de Dieu. C'est un peu, si vous voulez, ce que je vais essayer de présenter à travers la figure de Léon Bourjade. Pourquoi présenter une figure plus particulière quand on a évoqué toutes celles qui ont déjà été évoquées? Parce que le père Bourjade est déjà exceptionnel en lui-même, et la seconde raison est qu'il peut être exemplaire. C'est qu'à travers une expérience particulière, on peut atteindre l'universel. C'est un peu, si vous voulez, ce qui fait la caractéristique du Christ. Une expérience particulière, située dans un temps précis de l'histoire, en un lieu exact qu'on peut identifier, mais tellement bien investi dans l'histoire humaine et dans sa vie d'homme, qu'à travers cela, on peut découvrir l'universalité de l'expérience humaine et la manière dont Dieu investit l'histoire. Le titre de cette intervention ne doit pas prêter à confusion. Léon Bourjade, une vie, un combat pour Dieu. Il ne s'agit certainement pas de présenter Léon Bourjade comme une sorte de croisé des temps modernes, mais seulement de comprendre le sens de sa vie, le dynamisme intérieur qui a fait de lui l'un des héros de la Première Guerre mondiale, l'artilleur de la terre et du ciel, courant d'abord au sol et ensuite volant, au sens propre du terme, au secours de ses camarades de tranchée. Plus significative qu'une longue démonstration, une anecdote rapportée par Henriette Benoît de Saint-Ange, nièce et filleule de Léon Bourjade, laisse voir les traits majeurs de la personnalité de son oncle. Nous sommes donc le 15 août 1921. Léon Bourjade, qui vient d'être ordonné prêtre, prend le train. Durant le trajet, il se plonge dans la lecture de son bréviaire et ne prête pas attention au bruit environnant. C'est alors qu'une voix d'homme s'élève, dominant le ronronnement du wagon. Elle se fait de plus en plus puissante pour attirer l'attention de tous les voyageurs, surtout de celui qui a l'air si absorbé, la tête penchée sur son livre. L'orateur pérore depuis un certain temps, et le père ne peut plus suivre ce qu'il lit. Il entend confusément « embusqué », suivi d'un torrent d'injures. « Planqué », ils sont tous pareils, pendant que les autres se faisaient casser la gueule. Tous les yeux sont tournés vers Léon, qui comprend alors que ce discours anticlérical lui est destiné. Le tribun,
heureux d'être enfin entendu par sa victime, poursuit ses éclats patriotiques et républicains et redouble ses attaques les plus bassement insultantes. Les voyageurs, de plus en plus gênés, détournent les yeux de ce prêtre inconnu qui reste impassible devant l'offense. Pourtant, il se décide à se lever et ouvre sa pèlerine qui laisse apparaître ses décorations et ses palmes. Entre nous soit dit, une croix de guerre avec 21 citations et les officiers et les insignes d'officiers de la Légion d'honneur. Très calmement, même avec courtoisie, entre autres, bien sûr, parce qu'il avait d'autres décorations, il se tourne vers l'orateur consterné et muet. « Je n'ai pas l'impression, monsieur, dit-il, que c'est dans un presbytère de l'arrière que j'ai déniché ces objets. Je peux vous citer bien des noms de prêtres qui ont fait comme moi leur devoir. Mais où étiez-vous donc pour ne pas en avoir rencontré vous-même? Je suis très étonné. Si vraiment vous avez combattu avec les poilus, que vous n'en ayez pas vu autour de vous. » L'individu qui devait s'entraîner en vue de futures campagnes électorales disparut honteux au premier arrêt sous les regards ironiques des témoins de la scène. Ce court épisode brosse le portrait d'un homme attaché à Dieu dans sa double condition de religieux, il n'était pas prêtre à l'époque, et de citoyen français. Fier de ces deux états qui ne se contredisent nullement, comme voulait justement le faire croire toute une partie de la société avant la Grande Guerre, et même encore après. On a vu avec la tentative d'Herriot de chasser les religieux de France. Pourtant, le positionnement de Léon Bourgeat n'est pas exceptionnel, et c'est en cela qu'il est exemplaire. Il a même une caractéristique commune à tous les religieux, prêtres et séminaristes. Je rappelle, 19 000 prêtres, 7 000 novices religieux, 4 000 séminaristes, qui ont partagé les conditions de vie de leurs compagnons de tranchée. Qui donc est Léon Bourgeat? Pourquoi est-il si étroitement associé à l'histoire de la Grande Guerre? Jean-Pierre Léon Bourgeat naît le 25 mai 1889. Il est le 6e enfant d'une famille chrétienne et pratiquante, qui en comptera 9. Les religieux et les militaires sont nombreux dans les ascendants de Léon, qui pensent très tôt à la vie religieuse et même aux martyrs. Son intelligence est vive, mais une sorte d'encéphalite contractée très tôt constituera un handicap pour sa scolarité. Élève moyen mais parfait acrobate, il sait faire le saut arrière pieds joints, s'il vous plaît. Et on va prendre sur ses pieds pour qu'il ne se casse pas la figure. Par contre, vous verrez qu'après, c'est très important pour sa vie de pilote. Donc, élève moyen mais parfait acrobate, il suit ses études à Montauban. Que donc a-t-il faire à Montauban? Dès l'âge de 19 ans, en 1908, il entre au noviciat chez les missionnaires du Sacré-Cœur d'Issoudun. Il prononce ses vœux le 23 janvier 1910. Sa congrégation ayant été interdite par le gouvernement anticlérical de la Troisième République, Léon est contraint de suivre sa congrégation dans son exil en Espagne. Il y reste peu de temps avant de rejoindre la Suisse à Fribourg. La France, on l'a dit, je ne me répète, a banni les religieux, mais elle les rappelle pour effectuer leur service militaire. Elle a une bonne mémoire quand elle le veut. C'est ainsi que de 1910 à 1912, Léon Bourgeat effectuera ce service au 23e régiment d'artillerie à Toulouse. Il s'y distingue autant par son étourderie, c'est légendaire aussi, que par son dynamisme et ses qualités sportives. Il a en outre obtenu ses galons de brigadier. À titre d'exemple, il prend un train, c'est le train qui va exactement dans le sens contraire de la destination qui avait été prévue. Vous savez, ça vous rappelle La Vachette prisonnier, cette affaire-là, hein, pour ceux qui ont une culture un peu cinématographique. Donc lorsque la guerre éclate, le brigadier Léon Bourgeat rejoint son corps d'affectation. Il montre tout de suite d'étonnantes aptitudes physiques qui impressionnent son entourage et fait preuve d'une remarquable qualité de meneur d'hommes. Son état de religieux lui attire certains quolibets auxquels il ne répond pas. Que va-t-on faire? On va lui mettre sous le postérieur, que c'est ainsi qu'on l'écrit, une rossinante un petit peu drue, si vous voulez, qui est chargée de lui faire vider les étriers. Et que va faire Léon Bourgeat? Eh bien, il va monter ce cheval, il a l'habitude, et au bout d'un quart d'heure, il revient frais comme un gardon, mais le cheval, lui, était beaucoup moins frais. Et à partir de ce moment-là, il a fait taire toutes les critiques. Il avait réussi à dompter un animal qui était réputé indomptable.
La première bête qu'il va devoir, d'une certaine manière, mater, c'est sa propre personne, il l'a dit lui-même. Il a un caractère entier, un tempérament bouillant, et il va devoir, d'une certaine manière, prendre sur lui pour mettre sa personnalité au service de Dieu, au service de sa patrie. Il prend de grands risques dans la mission qu'il reçoit de ravitailler sa batterie. Il se fait remarquer pour ses qualités humaines et militaires, et dès le 21 septembre, il est nommé maréchal des logis. Il se montre par ailleurs un remarquable meneur d'hommes. Un jour, le convoi de ravitaillement qu'il commande hésite à franchir le sommet d'une élévation que balayent les tirs de l'artillerie adverse. Léon Bourgeat dit alors à ses hommes apeurés, « Allez, en avant, il ne vous arrivera rien, je vous le promets. » Rassurés par ces bonnes paroles, les artilleurs, Léon en tête, sur son cheval, foncent vers la crête sous une grêle de projectiles, franchissent tous cet enfer, miraculeusement, sans recevoir une seule égratignure. Léon Bourgeat semble en effet bénéficier d'une protection spéciale dont il attribue l'origine à l'intercession de Thérèse de Lisieux, non encore canonisée, à qui il voue une confiance aveugle. Il va livrer ses confidences à ce propos dans un carnet noir non destiné à publication, mais que ses frères missionnaires en Nouvelle-Guinée trouveront dans ses affaires après sa mort. Et c'est avec cela que Henriette Benoît de Saint-Ange écrira un livre, que je n'ai pas amené malheureusement ici, où sont collationnés l'ensemble des écrits qui concernent donc Léon-Henri Bourgeat. En février 1915, il se porte volontaire pour participer à la mise en service d'une nouvelle arme, une sorte de mortier de petite portée, communément appelé crapouillot, destiné à des nouvelles unités en formation. Les sections de bombardiers, pas bombardiers en l'air, bombardiers au sol. Léon Bourgeat, transféré à la 125e brigade de bombardiers, prend la direction d'une section. Il côtoie au plus près le véritable calvaire des fantassins, leurs peurs, leurs angoisses. Mais il se montre d'un grand courage à leur côté. Il leur apporte non seulement le réconfort de sa présence, mais aussi celle de sa foi qu'il partage en s'efforçant de répandre autour de lui la dévotion, le culte du Sacré-Cœur. Ces deux éléments sont importants à souligner. À chaque fois, Léon Bourgeat aura dans sa vie 2 étoiles, Thérèse de Lisieux et le Sacré-Cœur. Il lit et relit l'histoire d'une âme de Thérèse de Lisieux et médite souvent l'une de ces phrases qu'il adopte pour lui-même, « Je me sens la vocation de guerrier ». En septembre 1915, il reçoit sa première citation à l'ordre du 17e corps d'armée. Maréchal des logis, chef de section aux tranchées de première ligne depuis février 1915, a constamment donné à ses hommes le plus bel exemple de courage, d'énergie et de sang-froid. S'est distingué en mai-juin 1915, chargé d'un poste dangereux. Du 21 au 25 septembre, a rempli complètement la mission qui lui était confiée, bien que ses pièces aient été à plusieurs reprises enterrées par les obus ennemis et ses servants, sauf 2, tués ou blessés. En juillet 1916, il est nommé sous-lieutenant, mais il reste très proche de ses hommes, avec lesquels il est soumis aux tirs précis de l'artillerie allemande. Il prend conscience du rôle déterminant des ballons d'observation, ces fameux Drachen, peu importe la façon dont on le prononce, qui permettent l'ajustement des tirs de l'artillerie ennemie. Il estime alors qu'il serait plus utile à ses camarades s'il pouvait écarter ou détruire ces ballons. Il songe alors à devenir aviateur pour combattre ces ballons. Mais pas seulement, car ses pensées le portent plus loin et il a déjà, au-delà de la guerre, une autre visée. Dans une de ses lettres à son frère Victor, il écrit « Je perds mon temps dans ce métier qui consiste à tuer mon frère d'en face pour ne pas être tué par lui. Alors qu'en Océanie, une fois missionnaire, savoir piloter un avion me serait bien précieux. » Il demande alors sa mutation dans l'aviation comme pilote, et non pas seulement en qualité d'observateur comme sa qualité d'artilleur l'y prédisposait. Il confie sa requête à la petite Thérèse, encore une fois, et sollicite l'appui de son oncle, le général Damade. Il finit par obtenir gain de cause en 1917. Le 13 septembre de la même année, après 5 mois d'entraînement, au camp d'Avord et à Pau, il est affecté à l'escadrille des Crocodiles. Ça vous dit peut-être quelque chose, hein, qui vient de perdre la veille son plus illustre représentant en la personne du capitaine Georges Guynemer. Un passage de flambeau vient de s'opérer.
Pour remplacer sa nouvelle mission sous la protection de Thérèse de Lisieux, il demande à son mécanicien, le fidèle Charles Maheu, de fixer sur la carlingue de son Newport une image de la petite carmélite. Plus tard, il fera également flotter un faïon du Sacré-Cœur sur son appareil. Le 27 mars 1918, près de Gérardmer, il repère un Draken. Il pique sur cette saucisse, il la mitraille. Saucisse, c'est le nom des ballons, hein. Excusez-moi. Il la mitraille et tandis qu'elle commence à brûler, l'observateur saute en parachute. Léon Bourgeat écrira dans son carnet « 2 ans de séjour aux tranchées, comme crapouilleur, m'avaient laissé des Draken, un souvenir si désagréable que le jour où je vis s'effondrer en flammes ma première victime, ce fut pour moi mieux qu'une victoire, une revanche. » Suite à ce premier exploit, il reçoit le 7 avril 18 une citation. Pilote d'une conscience et d'un courage à toute épreuve, a livré de nombreux combats où il a fait preuve des plus belles qualités, d'audace, a attaqué un ballon ennemi et l'a battu en flammes. Léon Bourgeat adressera le texte à sa mère avec les mots suivants. Vous pouvez donc épingler une première palme à ma croix de guerre. Dans quelques jours, la seconde viendra. Je ne cite pas la seconde citation. Il y en a un certain nombre, donc je n'ai pas toutes les citer. Bien d'autres suivront. Le lieutenant Bourgeat ne cherchait pas la mort de l'adversaire ou la gloire au combat. Il voulait d'abord et avant tout éviter les redoutables tirs d'artillerie à ses camarades restés dans les tranchées, et donc à détruire ces ballons dont l'attaque était particulièrement difficile en raison d'une protection très efficace. Léon Bourgeat privilégia d'ailleurs toujours cet objectif, parce qu'il savait que les occupants de ces fameux ballons étaient munis d'un parachute et qu'ils avaient donc la possibilité d'échapper à la mort en cas de perte de leur aéronef. Dans la chasse qu'il entreprend contre les Draken, Léon Bourgeat fera preuve d'une telle efficacité qu'il recevra le surnom de grilleur de saucisses. Ça ne s'invente pas. Il doit ses succès à une science du pilotage qui force l'admiration de ses camarades et suscite l'envie des plus jeunes. Il n'a pas son pareil pour établir des situations très délicates. Et comme les avions à l'époque n'étaient pas très sûrs, il doit souvent, au dernier moment, rétablir l'équilibre de l'appareil. Et souvent, eh bien, il y avait, lorsqu'il arrivait sur le terrain, un certain nombre de jeunes qui accouraient pour voir comment il pilotait, parce qu'ils voulaient s'en inspirer. Et c'est pour la raison pour laquelle ces atterrissages sont restés dans l'armée de l'air assez célèbres sous le nom de atterrissage à la Bourgeade. On a plusieurs témoignages de cela où effectivement l'avion est en assez mauvais état et il rétablit la situation. Je voudrais vous parler tout à l'heure de ses qualités d'acrobate. Il sentait l'appareil. Aujourd'hui, si vous parlez à des pilotes, ils font corps avec leur appareil. Et qu'ils savent jusqu'où ils peuvent pousser la machine. Ils sont d'une certaine manière un ensemble cohérent. Ils savent jusqu'où ils peuvent aller. Et jusqu'où ils ne peuvent pas aller d'ailleurs. Quelquefois d'ailleurs, pour eux, l'essentiel c'est de laisser, ils le disent eux-mêmes, on laisse l'appareil se débrouiller tout seul et se rétablir. Il faut avoir une certaine confiance dans l'appareil pour faire ça. Hein. Ce pilote exceptionnel, reconnu de ses pairs, n'oublie jamais qu'il est religieux. Et ses camarades de combat le reconnaîtront à leur manière en le surnommant le séminariste. N'oublions pas qu'il n'est pas encore prêtre, hein, car il bénissait ses victimes qui allaient s'écraser et dont la mort était certaine. Il poursuit sa chasse sans relâche, mais il est conscient que ses actions frisent parfois la folie. Alors, quand c'est ces activités, que c'est des hostilités, le 11 novembre, j'y arrive, 1918, quand enfin c'est ces hostilités, il peut déclarer « Alors cette folie d'attaquer un Draken défendu par 20 mitrailleuses, je n'aurai plus à la faire. » Au terme du conflit, Léon Bourgeat totalise 254 heures et 45 minutes de vol de guerre. Il a mené 86 combats, remporté 28 victoires homologuées, dont 26 ballons. Peu s'y affrontaient au ballon. Donc c'est pourquoi je vous l'ai dit. Hein. Obtenu 14 palmes et 14 citations, a été fait chevalier de la Légion d'honneur le 5 juin 1918. Il se trouve classé en 7e position du palmarès des As français en valeur absolue. Mais à la fin de la guerre, il est le 4e as suivant, après, excusez du peu, Fonck, Winchester, Madon. On n'en parlait pas. Pourtant, c'est un as français, un religieux. Il est cependant le seul à avoir obtenu un aussi grand nombre de victoires dans un laps de temps aussi court, soit 15 mois.
entre le 13 septembre 1917 et le 11 novembre 1918. Léon Bourgeat ne s'attribue toutefois aucun mérite. Juste après l'armistice, il s'empresse de faire un détour par Lisieux pour, dit-il, restituer à Sainte-Thérèse les décorations gagnées par elle, et disant devant sa propre cellule « Je serai pauvre comme elle, dénué de tout comme elle ». Démobilisé, il repart aussitôt poursuivre ses études de théologie à Fribourg. Il profite d'une période de réserve faite à Châteauroux en septembre 1920 pour offrir des baptêmes de l'air clandestins à son évêque, vicaire apostolique en Papouasie. Cette légère entorse au règlement a un but bien précis: persuader l'homme d'église que seul l'avion est qualifié pour relier les tribus éloignées en Nouvelle-Guinée. Le 14 mai 1921, Léon Bourgeat est fait officier de la Légion d'honneur. Une 15e citation accompagne la rosette, déposée aussitôt à la chapelle d'Issoudun, en ex-voto. Je ne vous cite pas, je ne vous lis pas la citation. Vous pourrez la retrouver dans le livre de Henriette Benoît de Saint-Ange. Il quitte la France pour la Papouasie juste après la guerre. 4 mois plus tard, il accoste à Yule Island, une petite île du golfe des Papous. Très vite, les indigènes le surnomment Pataleo. Sur place, les messes alternent aux heures de classe. Quand il ne fait pas classe, le père Bourgeat effectue à dos de cheval de longues tournées épuisantes dans la brousse, et trempées de pluies tropicales ou brûlantes d'un soleil impitoyable, dans les criques infestées de crocodiles, dans les marais gorgés de moustiques et de peste. Pataleo s'épuise et multiplie les crises de paludisme. La quinine qu'il absorbe quotidiennement ne parvient plus à endiguer le mal qu'il a contracté depuis 3 ans. Le 22 octobre 1924, à l'âge de 35 ans, Bourgeat, le Papou, livre son dernier combat pour rejoindre celle qu'il a toujours vénérée, sœur Thérèse de Lisieux. Tel fut le prêtre, tel fut le Français, tel fut le prêtre. Léon Bourgeat a partagé pleinement les conditions de ses concitoyens, tout en donnant à ce partage la dimension d'un témoignage du don de lui-même aux autres par amour de Dieu. Il a découvert dans la 3e dimension ce nouvel espace où il s'est senti appelé à mener le combat au service de son pays et de ses frères, dans le respect de sa foi et de ses adversaires. Il s'est montré à sa manière un homme de paix, même s'il fut contraint à être un homme de guerre. Il a reçu la reconnaissance de ses camarades et de ses chefs, non seulement pour ses qualités humaines, mais aussi pour sa foi. Il a ainsi été témoin de la grâce de Dieu à l'œuvre dans le monde de son temps. Sa vie et son comportement constituent un appel à être nous-mêmes, aujourd'hui, témoins de cette grâce pour notre temps.